C'est Quand bon? tu veux. Allez, Allez. c'est parti alors. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du métier de tech designer et de sa place un peu dans l'avenir du jeu vidéo. Mais vous allez me dire, quel est donc cet étrange Pokémon que le tech designer? Parce que peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, mais ça reste un métier encore émergent. A priori, c'est un métier qui est entre la programmation et le game design. Sauf que si je vous dis ça, c'est pas forcément suffisant pour se représenter concrètement qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est quelqu'un qui est pile entre la programmation et le game design, à compétences égales? Est-ce que c'est plutôt un game designer avec des compétences techniques? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui sait programmer avec quelques compétences en design? Bon, vous voyez bien que si je vous dis ça, c'est difficile d'imaginer ce qu'il y a derrière le métier exactement. Du coup, c'est un petit peu l'objectif de cette conférence. Mais pour en arriver à ça, je vais vous parler de mon parcours un petit peu avant. Euh, En 2020, en fait, j'ai commencé une école d'ingénieur, donc je viens d'un parcours plutôt technique à la base, qui s'appelle Télécom Sud Paris, et donc qui a une voie une spécialisation jeux vidéo et interaction numérique. Donc je pars plutôt avec un a priori informatique. À la fin de ce cursus-là, je rentre chez Ubisoft en tant que tools programmeur. Et en fait, pendant le stage, je me rends compte que quelque chose me manque. En fait, un aspect créatif, justement. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais fait naturellement pendant tout mon cursus d'ingénieur. Parce que j'étais dans un club de création de jeux à côté. Et donc, je m'étais pas mal. Enfin, j'avais appris pas mal de choses en game design en autodidacte à côté. Et donc, je me suis demandé s'il n'existait pas un métier qui, justement, allie ces aspects techniques et ces aspects créatifs de manière un petit peu officielle. Et donc c'est là que j'ai découvert l'existence du métier de tech designer. Si bien que j'ai décidé de faire une autre formation complémentaire en 2024-2025 qui s'appelle le Master IDE, qui est proposé par l'Engmin et les Gobelins, donc école d'art, pour justement... donc le postulat, c'est qu'on vient avec un profil dans le jeu vidéo et on peut acquérir une double compétence. Donc en l'occurrence, je voulais un petit peu approfondir mes connaissances en design pour avoir une double compétence programmation game design et donc faire le passage en fait de tools programmeur à tech designer. Mais sauf que quand même, en rentrant dans la formation, je me suis rendu compte en cherchant des offres de poste pour mon alternance qu'il n'y avait pas forcément de définition en fait du métier de tech designer aujourd'hui. En tout cas, pas de définition unanime et partagée dans le domaine. C'est pourquoi j'ai profité un peu des 6 derniers mois de ma formation où on est amené à faire une sorte une thèse professionnelle, donc un travail de recherche de 6 mois, pour répondre à cette question que je me posais depuis un moment en fait. Qu'est-ce que c'est que le métier de tech designer et qu'est-ce que je dois faire en fait pour avoir les compétences nécessaires et m'affirmer en tant que tel? Et aujourd'hui, maintenant, je suis tech designer indépendant et je travaille sur un jeu avec d'autres personnes que j'ai rassemblées. Du coup, les problématiques auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut définir ce métier-là et quels sont un peu les enjeux sous-jacents de ce métier-là pour savoir un peu dans quoi est-ce qu'on s'embarque en fait si on veut devenir tech designer et surtout dans les années à venir. Donc tout ça, ça a amené une thèse professionnelle de 70 pages, mais on va résumer ça quand même pour en 40 minutes. Et je précise, c'est une étude qualitative, donc c'est-à-dire que j'ai mené des entretiens avec pas mal de participants, mais enfin ça serait bien d'approfondir ça avec une étude plus statistique, quantitative. Mais on a déjà de quoi parler pas mal là-dessus. Et du coup, pourquoi s'intéresser à ce métier et à sa définition? Déjà, d'une part, parce que c'est un métier qui est en train en fait de prendre de plus en plus de place dans le paysage vidéoludique. Même plusieurs recruteurs en fait affirment que c'est un métier d'avenir dans leur entreprise. Et d'autre part, tout simplement parce que c'est des voies qui existent et que certaines personnes en fait ont envie de prendre cette place-là. Et donc montrer en fait que ce métier est légitime et que c'est une voie qui est tout à fait possible. Et du coup, l'intérêt, c'est essayer de répondre à des questions suivantes. Par exemple, pour les gens qui voudraient devenir tech designer, ça, tout simplement, avec cette définition, c'est savoir est-ce que ce métier est fait pour moi? Quelles sont les compétences à développer? Qu'est-ce que je dois mettre en avant dans mon portfolio? Pour les professionnels qui sont déjà tech designers insérés dans le domaine, c'est aussi intéressant parce que comme le métier est encore flou, bah, il y a des questions comme quelles sont les évolutions de carrière possibles? Comment est-ce que je transforme mes compétences d'une entreprise à une autre? Comment est-ce que je peux approfondir les connaissances de mon métier pour l'améliorer, créer une méthodologie commune? Ce genre de choses. Et évidemment, il y a aussi d'autres problématiques qui intéresseraient les recruteurs, les managers, les institutions, etc. Mais ça, on les abordera plutôt dans un second temps. Donc, on va commencer par un petit aspect historique. Une première question qu'on peut se poser, mais c'est depuis quand ce métier existe? Parce que quand même, c'est assez récent. Bah, en fait, on se rend compte que c'est pas si récent que ça, puisque certaines personnes étaient technical designers déjà il y a une quinzaine d'années. Donc, ça commence à remonter.
Et quand on cherche aussi sur LinkedIn, on voit qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont tech designers, que ce soit aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne. Et donc, même si le terme n'est pas démocratisé, il y a quand même des gens qui pratiquent ce métier-là. Donc, c'est loin d'être un épiphénomène. Quand on regarde aussi les descriptifs de poste, on se rend compte qu'il y a quelques points communs. Le fait d'être un pont entre la partie technique et la partie design, mais il y a quand même pas mal de contradictions. Typiquement, sur une offre d'Ubisoft, on peut voir que des aspects liés à l'optimisation de données de l'outillage. Alors que sur une offre d'Optilusion, un autre studio beaucoup plus petit et indépendant, on parle plutôt de prototypage rapide et d'itération sur les idées. Donc déjà, il y a un petit hiatus. Et en fait, de manière générale, quand on creuse un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a un problème de définition à l'échelle globale de l'industrie. Déjà en France, mais aussi à l'international. C'est pourquoi, par exemple, en 2023 ou 2024, le diagnostic ambition jeux vidéo, donc une sorte de rapport national, déplore un peu le fait qu'il n'y ait pas de branche professionnelle réelle dans le jeu vidéo. Et que beaucoup de métiers, en fait, sont encore flous. Et c'est pourquoi, notamment, aujourd'hui, il y a un grand projet en fait, qui est en train d'être mis en place, qui s'appelle Évolution Jeux vidéo, qui vise justement à établir un référentiel en fait, des métiers du jeu vidéo. Donc c'est mené par l'Engmin et d'autres écoles, mais aussi d'autres associations. Et ça vise à trouver les compétences en fait, précises de chacun des métiers, y compris de métiers qu'on pense connus comme game designer et gameplay programmeur, parce qu'en réalité, il y a quand même des imprécisions encore assez fortes. Jusqu'à présent, il n'y a pas forcément eu beaucoup de recherches en fait sur le tech design, mais c'est pas pour autant que les professionnels ont attendu avant de partager leur expérience. Par exemple, on a quelques conférences de la GDC qui ont été faites en 2015, 2017 et 2019, où des professionnels partagent leur expérience. Par exemple, là, sur la photo, vous voyez Jamie Jeffcoat en 2015 qui raconte son expérience en tant que Technical Designer in Animation dans les équipes de Halo. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, elle est devenue avec son manager Technical Designer in Animation parce que dans l'équipe d'Halo, ils avaient des besoins grandissants, à la fois d'un point de vue technique, d'un point de vue animation et d'un point de vue design. Et donc, comme les équipes grossissaient, il fallait introduire un poste un peu intermédiaire qui fasse le lien entre toutes ces spécialisations, parce que ça faisait beaucoup de monde à gérer. Et donc, vraiment faire cette sorte de lien, c'était son rôle, en fait, d'être support pour ces équipes-là. Donc une vision un peu triple. Et voilà. Donc les professionnels en parlent, et quand même, je mens un petit peu, il y a eu une formalisation l'année dernière qui est la fiche proposée par le syndicat national du jeu vidéo. Pardon, c'est pas le SNJV, c'est la STJV, pardon, qui propose une définition. Cette première définition, on retrouve des éléments comme le fait d'être pont entre les équipes design et technique, d'être un support, mais il manque des éléments un peu importants. Des éléments comme le prototypage, par exemple, ne sont pas du tout mentionnés, alors que c'est quelque chose qui revient quasiment systématiquement dans la plupart des témoignages, que ce soit, mais enfin, à des degrés différents. Autre point enfin, une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce métier est-il en train d'émerger? Et pourquoi en fait je vous parle de ça aujourd'hui? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. D'une part, peut-être que vous l'avez remarqué, mais il y a une forme d'hyper-spécialisation des métiers qui est en train de s'opérer. En 2012, la SNJV recensait 28 métiers contre 58 en 2024. Donc en fait, des gens qui sont de plus en plus spécialisés et pointus, par exemple, sur des métiers du design ou du métier de la technique. Mais du coup, on a besoin de personnes qui ont une vision un peu plus globale des enjeux croisés, donc à l'interface technique et design. Par ailleurs, on a aussi des nouvelles techniques de production et de nouveaux modes de conception qui émergent, ou du moins qui prennent de l'ampleur. Par exemple, sur les 2 dernières décennies, une technique hyper connue, c'est la motion capture. Et donc, certes, ça implique en fait des nouveaux métiers techniques, mais en fait, ça induit aussi des besoins design aux interfaces, dans le sens où, si vous faites un jeu et que vous faites des animations, ben, en fait, vous allez peut-être réfléchir à comment on va jouer ces animations pour pas qu'elles fassent trop tâches, par exemple, par rapport à la lisibilité du jeu ou même que ce soit pas trop bizarre d'avoir une animation trop réaliste sur un jeu un peu cartoon. Ce genre de choses-là. À l'inverse, on a des modes de conception qui ont pris beaucoup d'ampleur. Donc, les open world, typiquement, sur les 2 dernières décennies aussi, ça a un peu explosé, si bien qu'il y a des métiers de world designer aujourd'hui. Ça introduit aussi des besoins techniques, mais qui sont très liés au design de ces open world. Typiquement, si on a une centaine de missions en fait, à faire dans le jeu pour les joueurs, il faut réussir à créer 100 missions qui soient intéressantes et en même temps qui prennent pas 15 000 ans à faire, parce qu'il faut les tester, les vérifier. Donc en fait, peut-être trouver des moyens d'automatiser une partie de la conception en fait, de ces missions pour pouvoir les raffiner et avoir quelque chose qui soit faisable dans un temps donné et en même temps intéressant pour les joueurs.
Donc c'est là qu'un technical designer peut intervenir aussi. Après, comment ça se fait que des personnes, en fait, ont pu exprimer un peu cette double casquette? Un facteur qui peut expliquer ça aussi, c'est l'émergence des moteurs de jeu comme Unity en 2005 et la version 4 d'Unreal Engine qui sont gratuits et accessibles à tous. Parce qu'avant, c'était quand même réservé en fait aux entreprises. Il fallait quand même un certain moyen pour pouvoir avoir un moteur de jeu et le développer. Donc là, en fait, ça permet à beaucoup plus de gens de rentrer dans la création de jeux et de manière accessible, notamment en proposant des fonctionnalités assez fortes comme le scripting visuel dans Unreal Engine avec ses blueprints. Donc ça permet aussi de réduire la barrière technique pour des profils peut-être plus design à la base et donc de pouvoir expérimenter justement à ces interfaces. Mais du coup, quelle est un peu cette vision globale du métier? Quels sont les points communs qui ressortent? Bah, pour déterminer ça, en fait, j'ai interrogé plus d'une vingtaine de personnes issues donc d'une vingtaine de professionnels qui sont de différents métiers. Donc des tech designers, mais des managers qui ont encadré des tech designers et aussi des recruteurs qui ont recruté des tech designers. Et toutes ces personnes sont issues d'une variété de studios assez diverses. Donc on a des petites entreprises, des grosses entreprises, des moyennes entreprises, des entreprises allemandes, françaises, anglaises, états-uniennes. Bon, il manque le continent asiatique, mais on a déjà un petit panel représentatif. Donc, qu'est-ce qui ressort de ça? Les caractéristiques communes qui reviennent à chaque fois, c'est le fait que le tech designer est vraiment un pont. Donc, entre les aspects techniques et design, dans le sens où ça va vraiment être ce lien entre les différents enjeux. Notamment, il va considérer en fait ces enjeux techniques et créatifs dans un seul et même élan et non pas comme deux problématiques à part. C'est quelqu'un aussi qui va être un véritable catalyseur pour accélérer la production de toute l'équipe. C'est-à-dire que le tech designer va pas forcément être la personne qui va mettre les mains dans le design, enfin dans l'élaboration des règles du jeu, mais il va fortement participer à ce qu'elle soit mise en place rapidement, efficacement et qu'elle soit améliorée, tout simplement. Et surtout, point très très important par rapport à d'autres métiers, c'est qu'il a une excellente capacité de communication et il est doté d'un fort esprit d'entraide. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre un tech designer et un solo dev. Un solo dev peut être très fort en fait en programmation et en game design, mais pas très bon en tech design. C'est pour ça que je vais vous citer une phrase qu'un de tech designers que j'ai interrogé m'a sorti, qui est assez représentative. Donc, je cite, t'as des gens qui arrivent à faire un jeu tout seul et c'est très bien, mais ça ne ferait pas forcément des bons technical designers, parce qu'il y a cet aspect vulgarisation. La diplomatie, en quelque sorte, de trouver toujours une solution pragmatique qui convient à tout le monde. Une personne qui va être très forte en design et en dev va peut-être dire non, non, il faut faire comme ça, j'ai compris votre design, on va faire comme ça. Sans avoir justement ce côté non, non, je suis à l'écoute quand même. On est juste un maillon, on n'est pas la personne qui contrôle la solution. Et ça, c'est hyper important. Dans les compétences, ce qui ressort, c'est qu'on a quand même des hard skills communs. Déjà, de manière unanime, tous les tech designers sont très à l'aise avec le moteur de jeu dans lequel ils travaillent. Ils s'en servent quotidiennement, que ce soit Unity, Unreal ou Godot, et ils n'ont aucun problème avec ça. En termes de programmation, on n'est pas du tout obligé de maîtriser les arcanes du C++ ou de la gestion mémoire de manière générale, mais c'est plutôt du scripting visuel qui est attendu, donc les blueprints dont je parlais tout à l'heure, ou des langages assez haut niveau, donc on va dire les bases du C Sharp. Mais pas, on va pas rentrer dans les détails de chacun de ces langages. En termes d'expertise générale, que ce soit en programmation ou en design, on va aussi s'attendre à quelqu'un qui a les concepts fondamentaux. Les concepts fondamentaux suffisants en fait pour pouvoir dialoguer avec les équipes techniques et les équipes design. Donc, notamment, si on parle de programmation, ça va être comprendre les bases de l'orienté objet, les enjeux de réplication quand on fait un jeu en ligne, mais pas forcément tout ce qui est design pattern, enfin tous les patterns de programmation avancés et hyper compliqués. En game design, pareil, ça va être comprendre les bases, donc boucle de gameplay, tout ce qui est nécessaire au type de jeu sur lequel vous travaillez, donc les bases des éléments de design pour un jeu de course par exemple, mais pas forcément les détails. Il y a deux points, vous noterez sur la partie game design, parce que enfin une partie des tech designers ont quand même une connaissance plus avancée en game design euh, qui est nécessaire pour leur travail. On y revient juste après. Et enfin, tous les tech designers partagent quand même une plutôt grande sensibilité aux enjeux UX, donc expérience utilisateur, que ce soit vis-à-vis des joueurs, quand ils touchent directement au contenu du jeu, pour savoir comment ça va être perçu, tout ce qui est en termes de psychologie, etc. Mais aussi vis-à-vis des autres membres de l'équipe, quand ils vont toucher en fait à de l'outillage, par exemple, réfléchir à l'accessibilité des outils qui va être fourni au game designer pour intégrer le contenu. Mais voilà, donc si on a un socle de compétences des hard skills en fait commun, la façon de les employer en fait et de les mettre en œuvre, elle diffère. Et donc c'est pour ça en fait qu'on se retrouve non pas avec une définition unanime, mais en fait quatre archétypes à l'heure actuelle.
4 archétypes qui sont les suivants. On a un archétype que je vais appeler l'artisan, donc petit bonhomme en rouge à gauche, qui va se distinguer des trois autres parce que lui, il va mettre vraiment les mains dans le design du jeu. C'est le seul qui va vraiment participer à l'élaboration des règles du jeu et des fonctionnalités. De l'autre côté, on a trois rôles qui sont beaucoup plus orientés support, donc aider en fait à la création du jeu. Donc ça s'étend sur une sorte de spectre, où à gauche, en bleu, on a l'explorateur, qui lui va plus être orienté sur du prototypage et l'implémentation d'intégration dans le moteur, donc plus proche du contenu du jeu. Alors que de l'autre côté, on va avoir un profil plutôt architecte, petit bonhomme en vert, qui lui va beaucoup être plus orienté sur la façon dont on va intégrer le contenu dans le jeu, donc faire des outils, réfléchir à l'architecture des données, pour aider en fait les autres membres de l'équipe. Et le solutionneur, c'est un profil un peu intermédiaire. Si je rentre un petit peu dans les détails. L'artisan, son archétype, du coup, c'est quelqu'un qui a pour particularité de designer les fonctionnalités et missions du jeu. Donc là, a priori comme un game designer jusqu'à présent. Mais ce qui va le distinguer, c'est qu'il va les intégrer directement dans le moteur de jeu et être responsable de cette fonctionnalité de bout en bout. Donc de sa conception jusqu'au débugage final. Donc ses activités principales, ça va être designer des features, ça va être planifier des tâches, parce que du coup, il a la responsabilité complète de sa fonctionnalité. Donc c'est une sorte de mini-produit sur sa propre tâche aussi. Faire du prototypage et de l'implémentation, donc pour l'intégrer et créer le squelette lui-même. Quand je dis ça, c'est pas forcément, ça va être plutôt avec du scripting aussi. Ça va pas être parfait et ça va être, disons, faire le squelette et éventuellement demander ce qui manque aux autres équipes. Donc ça, c'est le dernier point, coordination avec les autres corps de métier pour, bah, si jamais il manque une animation, si jamais il manque un système de jeu critique, ça, il va le demander par exemple à un gameplay programmeur ou un animateur. En termes de soft skills, ce qui ressort beaucoup, bah, c'est une grande capacité de créativité, de la curiosité pour apprendre tout le temps, beaucoup de proactivité et un grand sens d'organisation. Et en termes de studio, bah, ce profil-là, en fait, il apparaît par exemple chez Rockstar, donc GTA 6, ou Virtuos. Alors, pour citer un exemple de mission, mettons, je suis un tech designer artisan et je dois créer un combat de boss pour un jeu. Bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire le design du document, enfin le design du combat, pardon, donc avec de la documentation. Et une fois que c'est validé, je vais faire le prototype avec du blueprint. Donc, je sais pas, par exemple, je vais prendre un ennemi qui est déjà présent dans le jeu, je vais le mettre en plus gros. Je vais prendre des attaques qu'on a déjà implémentées dans le jeu et les coller, paf, paf, paf. Et du coup, en fait, j'ai 90% de mon combat de boss qui est déjà prêt. Il va me manquer le modèle 3D et ses animations, par exemple, et peut-être une ou deux attaques spécifiques ou un système de jeu. Bah, mettons que c'est un golem de glace. Bah, je vais demander à ce qu'on me fasse un modèle 3D de golem de glace avec ses animations. Et je vais peut-être demander au gameplay programmeur de me rajouter un système qui fait que quand je me fais toucher par un sort de glace, bah, je suis ralenti. Bah super. Une fois que ça c'est fait, bah, je récupère toutes les fonctionnalités que j'ai demandées, je les intègre ensemble, et après bah, je fais du débugage jusqu'à ce que tout soit bon à la sortie pour la release du jeu. Deuxième archétype, ça va être celui de l'explorateur. Alors là, c'est un petit peu différent, donc cette fois-ci on est beaucoup plus dans un rôle de support, comme je le disais. Et on va plutôt favoriser l'innovation et l'itération par le prototypage, pour en fait donner vie aux idées des game designers rapidement. Donc c'est quelqu'un qui va être très proche du contenu du jeu et voire même qui va faire pas mal d'intégration dans le moteur. Ses activités principales, ça va être justement de prototyper rapidement ces idées des designers pour voir en fait si elles sont bien ou s'il y a besoin de faire des améliorations très tôt, avant même qu'un programmeur en fait prenne en charge la fonctionnalité. Ça va être intégrer des fonctionnalités à partir de briques déjà existantes, donc en faisant du scripting. Ça va être trouver des solutions aux enjeux techniques et design, notamment si lors des discussions un petit peu dans les réunions, bah, peut-être qu'il va apporter un autre point de vue par rapport à un pur programmeur ou par rapport à un pur designer. Et faire preuve de beaucoup de pédagogie et de soutien aux game designers et aux programmeurs dans leur quotidien. En termes de soft skills, du coup, ce qui ressort, c'est beaucoup de curiosité, une capacité d'adaptation très grande, de l'entraide et de la communication. Et comme studio, on peut citer Gunzilla, qui est un studio de 200 à 300 personnes, il me semble, en Allemagne, ou 52 Entertainment, qui a une antenne de moins de 60 personnes, plutôt sur des jeux mobiles, en France. Alors, mettons, vous travaillez sur Tears of the Kingdom, et vous êtes un tech designer explorateur. Vous devez prototyper la mécanique de construction. Première chose que vous allez faire, bon, bah, vous allez analyser le besoin game design. On aimerait pouvoir coller n'importe quels éléments ensemble pour former par exemple des véhicules. Ah, super. Ça tombe bien, Tears of the Kingdom, c'est la suite d'un jeu très connu, Breath of the Wild, qui dispose de mécaniques déjà intéressantes qu'on peut utiliser.
Notamment la mécanique qui permet en fait de déplacer des objets métalliques de manière assez libre. Donc ça, on va l'apprendre pour pouvoir déplacer et coller nos objets. Et on va utiliser pourquoi pas un engrenage qui était dans un temple pour en fait, pourquoi pas faire des roues et tester ça. Bah, c'est génial. Je prends ces éléments qui existent déjà et avec un peu de scripting, j'arrive à faire un peu à simuler mon système. Et du coup, j'arrive à un premier véhicule. Bon, il sera tout pété, il sera tout buggé, il y aura plein de problèmes, mais c'est pas grave parce qu'en fait, déjà avec 3 bouts de ficelle, on peut tester le concept cœur du jeu. Et donc, c'est un petit peu une démarche de recherche et développement. Et à partir de ça, en fait, on peut déjà tester et itérer là-dessus. Et une fois qu'on est à peu près convaincu là-dessus, bah là, on file en fait la tâche à un gameplay programmeur ou un physics programmeur dans ce cas-là qui va faire ça de manière propre et éviter que mon système soit tout pété et s'envole toutes les 3 secondes, par exemple. L'architecte. Donc ça, c'est un autre archétype qui, lui, va être aussi rôle de support, mais il va plutôt fluidifier et pérenniser la production du jeu en créant des outils et en élaborant l'architecture des données du jeu. Donc des outils, par exemple, pour automatiser l'intégration ou la rendre beaucoup plus facile, plus rapide, vérifier en fait des choses de manière automatique. Mais aussi l'élaboration de l'architecture des données du jeu, c'est-à-dire si on a un jeu de cartes par exemple avec 300 cartes, bah en fait on veut pouvoir ajouter 100 cartes de plus dans le futur sans que ça pose de problème. Et du coup ça implique peut-être de rationaliser un petit peu nos données. Et donc voilà, ça c'est un aspect qui est pas forcément qui tombe pas forcément dans le domaine des programmeurs purs. Donc en termes d'activité principale, ce qu'on a, c'est de l'architecture de ces données du jeu, proposer et ou implémenter des outils, mettre en place en fait des bonnes pratiques, des pré-réglages, voire des conventions pour faciliter en fait le travail de tout le monde, formaliser les besoins techniques et design avec des spécifications, et faire preuve de pédagogie et de soutien aux game designers et aux programmeurs dans leur quotidien. Ce qui va le distinguer des autres profils, c'est qu'il va être très très fort en termes d'esprit analytique, avoir beaucoup de rigueur, et sinon on retrouve les aspects d'entraide et de communication. Et comme studio, bah, c'est plutôt la vision qu'il y a chez Ubisoft pardon, actuellement et Magic Pocket. Alors, pour donner un exemple, mettons qu'on a un de nos jeux avec plein d'items. Les game designers, ils auraient envie que plutôt que de taper les 300 descriptions à la main de ces items et puis en plus de les traduire, euh, de créer automatiquement en fait ces descriptions en bonne partie pour qu'il n'y ait plus que quelques retouches à faire. Bon bah pour ça, moi en tant que tech designer architecte, je vais essayer de réfléchir à un outil pour faire ça. Je vais peut-être analyser dans un premier temps les effets et les descriptions souhaitées d'un point de vue design, comprendre en fait ce qu'il y a dans le fond et comment ça va être utilisé. Donc par exemple, il y a des boucliers de feu, des bombes électriques, du poison, de la glace. Ok. Et je vais essayer, après avoir analysé ça, de rationaliser tout ça. Donc en fait, la bombe électrique, plutôt qu'avoir un effet spécifique, je vais peut-être dire, ok, c'est 2 effets élémentaires qui sont plus simples à gérer pour nous. C'est un effet explosif et un effet électrique. Je vais peut-être considérer qu'en fait, tous mes éléments sont des combinaisons d'éléments élémentaires. Et je vais associer à chacun de ces éléments élémentaires un petit bout de description. Bah super. À partir de ça, maintenant, donc en ayant juste fait ça, je peux coller en fait ces petits bouts de description juste en lisant en fait les composantes de chacun des effets. Donc par exemple, dans ma bombe électrique, je vois qu'il y a bombe plus électrique. Bah, du coup, le script, il va me faire automatiquement une description qui va s'appeler inflige des dégâts explosifs et électrocute les ennemis. Voilà. Et après, j'aurai plus que quelques correctifs à faire pour les cas particuliers. Donc, une fois que ça c'est fait, on débug et teste l'outil avec les autres game designers pour voir si ça répond bien aux besoins. Et si c'est le cas, bah c'est génial, on passe à la suite et on fait d'autres tâches. Ok, le dernier archétype, c'est celui du solutionneur. Donc, aussi rôle de support, lui, il est un petit peu différent par rapport aux 2 autres parce qu'il est un peu intermédiaire. C'est-à-dire qu'il va ni se spécialiser dans l'outillage et l'architecture des données, ni se spécialiser dans le prototypage et l'intégration des éléments dans le jeu. Ça va être un peu le pompier qui va tout faire, quoi. C'est surtout un excellent référent et relais de communication parce qu'il a une très très bonne vision en fait globale des éléments du jeu, d'un point de vue technique et design. Donc, ces activités, ça va être de trouver des solutions aux enjeux techniques et design qui peuvent se poser, notamment dans les diverses réunions qu'il peut y avoir en conception, en pré-prod ou même en prod. Faire preuve de pédagogie et de soutien aux game designers et aux programmeurs, donc beaucoup, et formaliser ses besoins avec de la documentation, et assurer une très très bonne communication entre les pôles de game design et programmation, parce que à cause de l'hyperspécialisation, il se peut qu'en fait le vocabulaire et les enjeux ne soient pas forcément partagés entre les équipes de programmation et de design, ou que certaines spécificités ou nuances se perdent. Et donc ça sert à fluidifier aussi ce dialogue-là. En termes de soft skills, ce qui revient beaucoup, c'est la communication, l'entraide, l'adaptabilité et un bon esprit analytique aussi.
Et comme studio, cette vision-là, on peut la retrouver pas mal chez Dontnod, chez Cyanide et chez Amplitude. Alors, petit exemple. Imaginons, on est en train de designer un MMO, donc un jeu multijoueur avec beaucoup de monde, et on veut essayer d'identifier les cas particuliers qui sont liés à notre système de porte. Donc, un jour, on est dans une réunion et un game designer nous dit, on a besoin d'un système de porte dans notre MMO. Ok. On a besoin des portes parce que ça peut être cool pour que les joueurs fassent telles actions et tel machin. Bref, il va exprimer tous les besoins d'un point de vue design, et avec tous les cas particuliers d'un point de vue pur design. Et nous, en tant que tech designer, on va peut-être essayer de chercher en fait les précisions en ayant en tête en plus les enjeux techniques. Donc là, on est sur un jeu en ligne avec beaucoup de monde, donc on va penser par exemple aux enjeux de réplication. Si je prends une porte, que voient les autres joueurs? Est-ce qu'ils doivent la prendre en même temps? Est-ce que c'est un problème s'il y a un peu de lag? Voilà, ce genre de choses. Et donc voir en fait creuser encore plus le design qui a été proposé initialement pour déjà répondre et anticiper les enjeux techniques sans forcément embêter tout de suite un programmeur online. Donc une fois qu'on a analysé tout ça, on va peut-être proposer des solutions à la fois aux game designers et aux programmeurs pour voir si ça convient à tout le monde. Donc par exemple, ah, ok, je propose un portail, ça peut être sympa parce que comme ça on n'a pas besoin, enfin les gens, tout le monde peut passer en même temps. Ou peut-être un téléporteur parce que comme ça on n'a pas besoin de synchroniser les animations sur les écrans de tout le monde ou ce genre de choses. Donc une fois qu'on a discuté de toutes ces solutions, bah tout le monde s'entend pour choisir une solution et l'implémenter et c'est parti. Bon. Et si maintenant vous voulez devenir tech designer, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, je voudrais insister sur le fait que les parcours des tech designers aujourd'hui sont multiples. Euh, Certains, en fait, ont fait des études de pure game design, d'autres de pure programmation, d'autres un peu de programmation en licence, puis un master game design. Voilà, il n'y a pas forcément de chemin unique à suivre. Et les titres aussi en entreprise, donc ils sont tous tech designers, mais leur titre officiel est différent. Il y en a certains qui sont appelés mission designer, d'autres technical designer, d'autres développeurs Unity, voire certains juste game designer. Et on peut se retrouver à travailler dans tout type d'entreprise, donc que ce soit des grosses, petites, moyennes entreprises, aux États-Unis, en Allemagne, en France. Donc voilà. Donc en somme, il n'y a pas de chemin idéal à suivre pour devenir tech designer. Donc si vous êtes étudiant ou que vous êtes déjà inséré en tant que game designer ou programmeur, ce qui va compter en fait, c'est surtout bah, est-ce que vous en avez envie et ce que vous allez faire en fait pour montrer que vous en avez envie de le faire. Donc c'est vraiment, en tout cas, il y a des chemins de traverse qui existent et c'est possible. Donc justement, comment on fait pour gagner en compétences et un petit peu bah, faire ce shift-là? Bah, déjà sur vos projets, donc soit projet étudiant ou même projet perso ou projet de manière générale, ça peut être intéressant de réfléchir justement en termes de petits prototypage, comme j'ai dit tout à l'heure, et d'outillage. Pour mettre ça déjà en avant. Notamment, quand je parle d'outillage, c'est pas forcément des outils pas forcément des outils énormes. Ça peut être tout simplement lire les données dans votre Excel avec un programme pour directement les importer dans votre moteur de jeu, Unity par exemple. Et si vous êtes déjà en poste, donc en tant que game designer ou développeur, vous pouvez tout à fait proposer de prendre en charge des tâches qui sont aux interfaces techniques et design. Vous pouvez prendre un peu l'initiative de prendre ces tâches-là. Parce qu'en fait, elles existent toujours, même si elles sont pas forcément nommées. Il y a toujours des choses qui sont un petit peu floues et ambiguës entre l'interface de pure technique et de pure design. Donc, faut pas hésiter, si vous voyez qu'il y a des tâches un peu comme ça, à proposer de les prendre en charge. En termes de candidature, quand vous cherchez à postuler, bah, si déjà vous avez une offre de tech designer qui est mentionnée en tant que telle, bah, ça peut être intéressant d'identifier quel type de tech designer est attendu pour le projet. Parce que ça dépend et c'est pas encore univoque selon les entreprises. Donc ça peut être pas mal de regarder les mots-clés. Donc là, par exemple, au Canada, c'était une offre avec du prototypage, de l'intégration et pas forcément beaucoup de design de features. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est explorateur qui cherche. De même, faut pas hésiter à postuler à des offres de game designer classique ou de développeur classique, parce qu'en fait, quand on regarde dans les détails, il y a pas mal de ces offres-là qui, en fait, convoquent des compétences de tech design. Et donc, ça peut être intéressant, en fait, de postuler à ces offres-là, parce que elles sont juste pas forcément nommées tech design, mais dans le fond, c'est un peu ce qui est attendu. Une question peut-être que vous te posez, c'est est-ce que vous devez tendre vers un archétype particulier? Ben, moi, j'aurais tendance à dire que non, pas nécessairement. Tout simplement parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes que j'ai interrogées qui ont commencé complètement différemment. Donc, j'ai une personne qui avait commencé en tant qu'architecte avant de passer solutionneur dans une autre entreprise et qui aujourd'hui a un profil plutôt artisan. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc, ça dépend de vos envies. Et aussi, c'est possible parce que tous les archétypes partagent le même socle de connaissances techniques commun. Ce qui change, c'est vraiment la façon de les mettre en place et la réflexion qu'il y a derrière. Donc, il n'y a pas de problème pour moi pour passer d'un profil à l'autre.
Juste petit disclaimer, je tiens à dire que le métier est encore en cours d'émergence. Donc là, si vous allez sur la FJV, il n'y aura pas 15 000 offres de postes en tant que technical designer qui sont disponibles. C'est en train de se démocratiser et c'est un pari un peu pour l'avenir. Et aussi, le but aussi de cette conférence, c'est de montrer que c'est un chemin qui existe. Donc si jamais en fait vous vous sentez justement à cette interface-là et que vous avez envie en fait de faire ce métier-là, il existe et il est légitime. Mais quels sont un peu les enjeux et l'avenir de ce métier? Bah, dans les discussions, ce qui revenait pas mal, c'est que, il y a un débat en fait quant à la place déjà des game designers papier par rapport à celui des tech designers. Notamment une partie des interrogés, que ce soit des tech designers, des managers ou des RH, remettent un peu en cause les profils plus théoriques de game designer, qui mettent pas forcément les mains dans le moteur. Et ils estiment que le métier de game designer classique devrait évoluer vers celui de tech designer, ou du moins, par défaut, inclure des éléments de ce dernier. Au contraire, on a d'autres personnes qui pensent qu'il faudrait maintenir justement cette distinction essentielle entre les métiers de game designer et de tech designer. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire selon eux de garantir une plus grande liberté créative aux game designers en les libérant en fait des contraintes techniques. Du coup, c'est une vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit maintenir cette distinction ou pas? La réponse, je l'ai pas, mais je pense que ça peut être intéressant si vous voulez devenir tech designer de surveiller ça dans les années à venir parce que ça va beaucoup dépendre de la philosophie des entreprises. En termes d'encadrement et d'évolution, il y a pas mal de problématiques encore aujourd'hui. Notamment, bah, comme le métier n'est pas super formalisé, certains tech designers disposent pas vraiment d'encadrement, parce qu'ils n'ont pas forcément de managers qui eux-mêmes étaient tech designers ou qui sont conscients de tous les enjeux que porte le métier. À l'inverse, pour certains managers qui sont conscients, en fait, ils se retrouvent confrontés à des problématiques d'évaluation parce qu'on leur donne pas forcément les outils pour évaluer leurs tech designers dans les entreprises. Par exemple, je sais que par exemple certains tech designers chez Amplitude sont encore évalués avec une grille de game designer parce que officiellement le titre n'existe pas. Donc voilà, il y a des actions en fait à mener au sein des entreprises pour amener cette reconnaissance-là et aider à avoir un meilleur encadrement et des meilleurs parcours d'évolution pour les tech designers. Ensuite, il y a un autre enjeu qui est celui des risques liés un peu à la centralisation des connaissances et des responsabilités. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a un tech designer qui a des connaissances assez poussées sur la partie technique et la partie design, ça arrive souvent dans les équipes qu'on a tendance à s'appuyer sur cette personne-là pour la plupart des problématiques un peu floues. Sauf que il n'y a pas forcément beaucoup de tech designers dans les équipes en général, et ça peut faire beaucoup apporter sur le dos d'une seule et même personne. Et donc, il y a aussi des questions qui se posent du genre, qu'est-ce qui se passe le jour où le tech designer est malade ou en vacances? Ça peut aussi créer pas mal de stress. Donc, il y a un manager qui alerte quant au fait qu'il est important, malgré tout, même si on est un tech designer, de répartir les connaissances entre plusieurs des managers, et donc pas tout mettre sur les épaules des tech designers pour autant. C'est aussi important pour les tech designers d'avoir des responsabilités qui soient plus claires et pas que ce soit forcément le pot pourri de toutes les tâches dont personne ne veut. Donc voilà, pour éviter un peu les dépendances et facteurs de stress. Ensuite, des enjeux de reconnaissance. Plusieurs tech designers remontent encore quelques problématiques là-dessus. Notamment, certains notent encore un mépris de la part d'autres corps de métier qui connaissent pas forcément le tech design, notamment une connotation négative du métier, donc des personnes qui verraient ça comme un métier moins créatif que celui de game designer. Alors, c'est pas forcément vrai, mais le terme en tant que tel, tech designer, peut porter cette connotation-là. Donc, il faut le savoir aussi. Donc, c'est important aussi de démocratiser le terme pour éviter justement cette connotation-là. D'autres montrent aussi un sentiment, éprouvent un sentiment d'injustice vis-à-vis des salaires, parce que ils sont payés comme des game designers à l'heure actuelle, et pas forcément comme des programmeurs. C'est-à-dire qu'ils ont des compétences techniques, mais sont plus proches des barèmes des designers classiques, entre guillemets. Donc ça peut être perçu comme de l'injustice à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas vraiment de formalisation de ces grilles-là pour le moment. Donc voilà, donc tous ces enjeux-là sont prendre en compte. Je pense que justement, au contraire, il faut essayer d'encourager le développement de ces profils hybrides en répondant à tout ça. En termes de recrutement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pas mal de recruteurs estiment que le tech designer est un métier d'avenir pour leur entreprise. Et c'est même pour ça d'ailleurs que la fiche de la STJV qui est sortie en 2024 est sortie. À la base, c'est un besoin qui est formulé par les RH d'une vingtaine de studios membres, mais y compris pour des RH qui n'ont pas forcément de tech designer à l'heure actuelle dans leur entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se formaliser et d'évoluer. Par contre, justement, c'est un profil qui est difficile à recruter parce que c'est un profil plutôt rare en fait, d'un point de vue offre-demande. Euh,
Et donc justement, c'est compliqué pour les recruteurs de trouver des profils qui correspondent parce que en fait, il faut déjà que les gens soient eux-mêmes naturellement tech designers, vu qu'il n'y a pas de parcours officiel pour devenir tech designer en ce moment. Euh, de plus, enfin, avec les problématiques de définition, il y a un écart entre la vision des entreprises et la vision du candidat assez souvent, ce qui participe aussi à rendre ça plus difficile. Par ailleurs, il y a même un petit paradoxe. Quand certains managers essayent de recruter des gens, un tech designer, ça arrive qu'ils veulent plutôt des profils plug and play. Donc des profils qui correspondent exactement au type de jeu sur lequel ils ont travaillé. Donc par exemple un jeu de course, quelqu'un qui a travaillé sur un jeu de course. Alors que ça va pas forcément, enfin c'est un peu, ça peut être en contradiction avec la nature plutôt polyvalente en fait du tech designer. Donc c'est important aussi de sensibiliser ça, enfin de démocratiser le terme auprès des futurs managers pour éviter qu'il y ait ce risque-là entre ce qu'est un tech designer et la nature hyper précise de ce qu'il recherche. Et quand on est tech designer, il peut y avoir des inquiétudes aussi quant au fait de changer de studio. Est-ce que si je change de studio, je vais être reconnu comme je le suis dans le studio actuel avec mes compétences, sachant que les visions sont pas encore unanimes et alignées? Bon, évidemment, je peux pas faire l'impasse sur ce sujet-là, mais les tech designers, évidemment, s'interrogent quant à la place de l'IA générative dans leur métier. Euh, Certains, notamment si on revient sur le débat game designer papier par rapport au tech designer, est-ce que ça va forcer un peu les game designers papier à passer vers du tech design à cause de l'IA? Ou est-ce que, au contraire, ça peut être un appui pour aider certaines personnes qui le souhaitent à faire le passage entre game design classique et tech design? Ou pas. Donc ça, en fait, voilà. On peut se poser la question un peu de l'impact sur les archétypes actuels avec l'IA générative. Et est-ce que ça va faire émerger de nouveaux profils? Voire peut-être pas du tout. Donc ça, pour l'instant, c'est un peu une question en suspens. On peut que conjecturer pour le moment, mais j'aimerais bien vous donner plus de réponses là-dessus. Mais pareil, ça à surveiller dans les années à venir. En termes de démocratisation du terme, en fait, on se rend compte que la terminologie est peut-être déjà en voie de démocratisation, justement, puisque quand j'ai interrogé en fait les différentes personnes, certains, avant même de leur premier poste en tant que tech designer, avaient déjà entendu parler du terme dans des conférences de la GDC, dont j'avais parlé un peu plus tôt. Et on a même un game designer en studio qui, en fait, s'est reconnu en tant que tech designer grâce à la fiche de la SNJV postée, de la STGV, pardon, postée l'année dernière. Donc voilà, ça c'est assez important aussi. De même, j'ai une RH qui m'a raconté que en fait de plus en plus d'étudiants maintenant se qualifient naturellement en sortie d'école comme tech designer. Donc comme quoi, peut-être que la terminologie est déjà en train de faire son bout de chemin. Quid de l'avenir du métier? Donc, en termes de popularité, je pense personnellement que ça va suivre la même trajectoire que pour le métier de tech artiste. C'est-à-dire que, par exemple, dans les années 2010, un chercheur qui est C. O'Donnell me remontait le fait qu'il y avait déjà en fait des tech artistes dans les studios, et que c'était un métier assez essentiel. Mais à ce moment-là, c'était pas aussi connu et popularisé qu'aujourd'hui. Donc là, vous voyez bien qu'en 2025, il y a beaucoup, beaucoup d'offres en fait de tech artistes qui passent et qui sont considérées comme essentielles. Pour moi, il y a de fortes chances que le métier de tech designer suive la même trajectoire. Avec l'hyperspécialisation grandissante dans les studios, il y a besoin en fait de ces profils intermédiaires pour ménager un peu les aspects aux interfaces. Ensuite, à l'heure actuelle, on a un archétype, une entreprise. Mais en fait, en réalité, je pense que qu'on peut être amené à avoir au sein d'une même entreprise plusieurs archétypes qui coexistent, voire au sein d'une même équipe. Ça peut être intéressant d'avoir à la fois un tech designer plutôt explorateur et un tech designer plutôt architecte dans une même équipe parce qu'ils répondent pas forcément aux mêmes besoins dans la production. Ça peut être très complémentaire, justement. Et enfin, bah, justement, bah, je pense qu'il pourrait aussi avoir, ça pourrait être intéressant qu'une communauté en fait de tech designers se crée pour partager en fait des savoirs et des connaissances, vu que c'est un métier émergent, et donc raffiner un peu la méthodologie et la pratique du métier. Voilà, merci pour votre attention. Moi, c'est Alexandre Laferrière, et si vous voulez me contacter, bah, n'hésitez pas, j'ai mon LinkedIn juste ici. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Voilà. Yes, merci Alexandre, c'est trop cool. Alors, Donc ouais, pour les questions, je vous invite tous à aller dans le channel. J'ai mis le lien de toute façon dans le chat Zoom. Puis bah voilà, on attend vos questions avec plaisir. Ah, il y en a une déjà. Du coup, Igor, tu dis, dans quel archétype je me retrouve le plus sur mon projet actuel? Bah là, en l'occurrence, vu que je suis sur un projet de jeu que j'ai monté avec moi-même, avec d'autres personnes, plutôt artisan, parce que je participe pas mal au design. Mais sinon, quand j'étais chez Ubisoft, vers la fin de mon contrat, j'étais plutôt un architecte à ce moment-là. Donc, j'ai fait quelques outils avant de partir.
Hop, tac. Est-il possible après d'avoir accès aux slides? Oui, bien sûr, je les mettrai, je les partagerai dans la conversation premier. Est-ce qu'il existe des métiers hybrides design art dans le même genre? Alors c'est une bonne question. Je me suis pas forcément intéressé à l'interface art game design. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Euh, Après j'avais lu quand j'avais fait un peu mes recherches, j'avais lu que en fait, à l'heure actuelle, les artistes dans les productions ont déjà une réflexion design parce qu'ils réfléchissent de manière très utilitaire à comment leur modèle va être utilisé dans le jeu, notamment pas mal les animateurs. Donc potentiellement, c'est peut-être déjà en fait présent dans le métier, dans les métiers artistiques du jeu vidéo. Donc je sais pas si peut-être qu'un jour il y aura une hyper spécialisation assez grande dans l'art et dans le design pour qu'il y ait un besoin d'avoir un métier à intermédiaire entre la partie artistique et design. Mais pour l'instant, pas spécifiquement. En tout cas, pas à ma connaissance. Voilà. Euh, Par contre, ce que je peux rajouter quand même, c'est que là, j'ai parlé du tech design, mais il y a plein de déclinaisons hein, par rapport au tech design. C'est-à-dire que là, j'ai parlé de tech game design, mais on parle aussi de tech level design, et donc il y a plein de déclinaisons là-dessus. Et par ailleurs, il y a aussi d'autres métiers interface comme ça qui émergent et qui sont assez intéressants, comme le métier de tech sound designer, ou même le métier de tech narrative designer. J'ai vu ça aussi dans les recherches. Donc, de manière générale, avec l'hyperspécialisation des métiers, c'est pas du tout improbable qu'on voit apparaître ce genre de métier aux interfaces de plus en plus. Hop, je bois un peu d'eau en attendant les questions. Alors, pourrait-il y avoir un lien entre la taille d'une équipe de dev et les archétypes de tech designer recherchés par cette équipe? Exemple, une petite équipe cherche plutôt un artisan, alors qu'une équipe de taille moyenne cherchera plus un architecte et une grande équipe plutôt des solutionneurs. Alors, c'est une très bonne question. En fait, justement, c'était une de mes hypothèses au départ, quand j'ai fait un peu ce travail pour répondre à ma propre question. Je pensais naturellement que justement, dans les petites équipes, on retrouverait plutôt des artisans et dans les grandes équipes, plutôt des architectes, par exemple. Et en fait, ce qui était assez étonnant, c'est que on retrouve de tous les archétypes dans toutes les tailles d'entreprise. Si je remonte un peu dans mes slides, euh, si on prend par exemple ici, on a des explorateurs par exemple chez Gunzilla, qui est quand même un studio de 200 à 300 personnes, et aussi chez 52 Entertainment, où c'est quand même des équipes de conception qui sont très très petites. Donc ils sont moins de 60 à Paris et ils travaillent sur plein de petits jeux. Mais même pour les architectes, on a ça chez Ubisoft, donc qui est quand même assez gros. Mais on a aussi des architectes chez Magic Pocket qui sont des équipes quand même de taille beaucoup plus petite sur chacun de leurs jeux, quoi. On est plutôt sur des équipes à taille humaine quand même. Et même pour l'artisan, ce qui est assez étonnant, je mentionnais Rockstar, en fait, donc, chez Rockstar, en fait, c'est plutôt dénommé sous le nom de Mission Designer. En fait, bon, ils sont quand même plus de 1000 à travailler sur le jeu. Et en fait, paradoxalement, on a des tech designers qui travaillent chacun sur leur mission et qui ont la responsabilité d'un peu façonner eux-mêmes ces missions-là. Donc on est très loin de la méthode plus, enfin, ils automatisent très peu finalement le design de leur mission, ce qui est assez étonnant. Et ils font appel à des tech designers artisans, justement, ici. Donc ouais, en fait, il n'y a pas du tout de corrélation, contrairement à ce que je pensais, entre la taille des équipes et le type de tech designer. De même, je m'étais intéressé au type de jeu par rapport aux archétypes. Et pour l'instant, il n'y a pas forcément d'archétypes majeurs qui sont ressortis en fonction des types de jeux. Mais ça, peut-être que ça va évoluer dans les années à venir. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de corrélation directe, ce qui est assez étonnant. Ok, super, j'ai répondu à ta question.
Alors, petite question. Du prisme d'un gameplay programmeur, est-ce qu'il peut y avoir une sorte de frustration dans les profils type explorateur, dans le sens où certaines features ou certains éléments de gameplay ne sont pas encore tout à fait prêts dans le moteur pour pouvoir itérer? Alors, c'est marrant que tu poses cette question. En fait, quand je pose la question un peu des difficultés que chaque profil éprouve, bah, les personnes qui étaient plutôt explorateurs m'ont dit que ce qui les frustrait le plus, c'était en effet quand ils devaient se battre avec le moteur pour arriver un peu à leur fin. Mais en même temps, ils sont frustrés et en même temps, ça fait aussi un peu partie de leur côté débrouillard et de recherche. Donc, ça peut être frustrant par moment, mais ça fait aussi un peu partie du plaisir d'être débrouillard, de réussir à trouver trois bouts de ficelle et de trouver une idée qui va faire que, ah, super, en fait, on arrive à prouver le concept, en tout cas à le faire vivre, sans forcément qu'on ait eu besoin de faire un système hyper élaboré. Alors, bien sûr, ça va sans doute dépendre du type de jeu et de la fonctionnalité en question, mais malgré tout, en fait, on se rend compte qu'avec les moteurs actuels et avec deux, trois plugins, on peut déjà faire beaucoup de choses. Donc voilà. Et puis même, ça peut être aussi juste tout simplement, enfin, ça peut être ça peut aussi faire des petits programmes logiques. Typiquement, c'est pas forcément dans le moteur, mais juste tester avec un script Python la logique de certains trucs, ou même des prototypes papier. Parfois, ça peut être un tech designer qui peut penser à ça. Donc, quand je parle de prototype, c'est vraiment au sens large, en fait. Tout ce qui va permettre de tester rapidement une idée et pourquoi pas de voir son implémentation technique vite. Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent. Ah bah ouais, complètement. Mais du coup, je répète la question. Mais du coup, le prototype 2D de Zelda Breath of the Wild ressemblerait-il au profil d'explorateur? Carrément. Ça fait partie de ce genre d'astuce. Si t'es un explorateur, tu peux te dire, ok, je prends un jeu qui est déjà connu, je vais modifier un peu. Enfin voilà, en fait, c'était typiquement fait pour tester bah, la logique d'exploration, etc. Alors qu'on est très très loin du rendu final. Ah ouais, c'est typiquement le genre de démarche que pourrait avoir un tech designer explorateur, complètement. Ils font pas mal ça, Nintendo, d'ailleurs, dans leur jeu. Alors, je me reconnais comme à la fois tech art, connaissance en modélisation, et tech designer, connaissance en game et level design, plus aisance sur le moteur de jeu. Comment faudrait-il mettre en avant ce profil? Faudrait-il se spécialiser dans une des deux voies? Car je pense qu'on retrouverait plus le besoin de ce genre de profil dans les petits studios, profil multitâche. Bah, c'est une bonne question. Alors, à vrai dire, ça arrive qu'il y ait pas mal de tech designers qui soient aussi pas loin d'être tech artistes. Et donc, notamment, une des personnes que j'ai interrogées a fait à moitié du tech art et à moitié du tech design dans sa vie, donc ça dépendait beaucoup des projets en fait sur lesquels il travaillait. Donc je dirais que ça dépend surtout de comment tu te vends par rapport à l'offre qui est disposée. Si tu sens que c'est un projet qui a beaucoup de besoins, on va dire, artistiques, peut-être mettre plus en avant l'aspect tech artiste que tu as. Et si c'est l'aspect plutôt design, tu sens qu'il y a des choses qui pêchent, par exemple un jeu avec beaucoup de données à traiter, je sais pas, un jeu de stratégie ou ce genre de choses, peut-être que du tech design c'est plus intéressant. Donc je dirais que c'est un peu une question de quels sont les besoins un peu recherchés là dans les médias par rapport au poste que tu vises, et aussi toi personnellement, qu'est-ce que tu as envie de plus creuser? Si tu as envie de plus creuser la partie artistique, tu peux aller vers du tech art, enfin du tech art, et si tu as envie de plus creuser la partie design, vise plutôt ça. Mais en tout cas, c'est pas, c'est déjà arrivé que des personnes qui faisaient du tech design fassent du tech art et refassent du tech design après. Donc c'est possible aussi. Et peut-être même que dans une petite équipe, ça peut être intéressant d'être multitâche pour les trois, hein. Ça arrive que de manière occasionnelle, tu touches un petit peu à la partie artistique en étant tech designer. Mais ça va être beaucoup plus marginal et moins spécialisé qu'un tech artiste. C'est ça en général. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, j'en ai une. Est-ce qu'il y a un moment dans la création d'un jeu, conception, pré-prod, prod, où les tech designers sont plus sollicités? Là, de tête, je me dirais qu'il ou elle pourrait être sollicité tout au long de la production. Eh ben, complètement. D'ailleurs, c'est une question que j'avais posée. Bah, en fait, chaque profil va avoir son intérêt à différents moments de la production. Un artisan, il va être utile tout le temps pour la conception, pour la pré-production, pour la production, parce que il va à la fois réfléchir justement au design du jeu, mais l'implémenter aussi et faire du débugage.
Donc ça, c'est un profil, c'est sûr, il est intéressant à tous les moments. Un profil explorateur, il va être très très utile, je pense, beaucoup dans la pré-production et la conception parce qu'il va tester rapidement des idées, mais il va être aussi être utile dans la production quand même parce qu'il fait beaucoup d'intégration. C'est-à-dire qu'une fois que les données sont produites, c'est lui qui va les mettre dans le moteur d'un point de vue design et faire en sorte que ça se passe bien. Parce que, en tout cas, les trucs sont pas forcément faciles ou évidents pour les designers entre guillemets classiques qui mettent pas les mains dans le moteur. Bah en fait, le tech designer explorateur, il pourra le faire là, cette intégration-là dans le jeu. Donc pareil, ça va être pas mal ça. Et du débugage. Je réfléchis. Le profil architecte, très utile en pré-production évidemment parce que ça va être réfléchir à comment les données vont être architecturées. Donc, il va peut-être plus réfléchir à la façon dont on organise les données des éléments du jeu en pré-production, réfléchir aux outils dont on aurait besoin, et après en production, il va faire plein de petits outils pour faciliter la vie de tout le monde et faire pas mal de support. Ça, c'est un point qui est assez important quand même. Il y a pas de journée type quand on est tech designer, et ça arrive très souvent que le matin, en fait, un tech designer arrive, regarde un peu ses mails, ses tâches, et qui passe une bonne moitié de sa journée à faire du support auprès d'un game designer ou d'un programmeur parce qu'il a un peu cette double connaissance-là et qui peut aider à débloquer en fait sur pas mal de sujets grâce aux connaissances qu'il a. Donc ouais, c'est pertinent à tous les moments. Ok, bah, je pense qu'on est bon, il n'y a pas d'autres questions. Bah super, bah merci Parfait. beaucoup. Bah, merci à toi, Alexandre, c'était trop cool. Bah avec plaisir. Et puis bah bonne journée tout le monde. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre, que ce soit sur Discord ou même sur LinkedIn directement.